Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Point Politique. Nous avons le plaisir de vous présenter le professeur Kak pour une deuxième interview intitulée Le Maroc international, besoin d'un projet stratégique à dimension continentale pour l'Afrique. Question numéro 1. Professeur Kak, est-il nécessaire d'ajouter un projet d'envergure internationale pour l'image de marque du royaume du Maroc? Bien que c'est une excellente question qui est la poursuite de la première, mais je dirais que la mutation du changement politique au Maroc pour le XXIe siècle doit répondre forcément à la mutation de la mondialisation par des grands projets mobilisateurs, mais à dimension, je dirais, continentale, africaine des 54 États multilangues et multireligieux et multiethniques, dont le royaume du Maroc peut prendre, et il a les moyens, le leadership au niveau international pour que l'Afrique soit la 5e puissance mondiale. Or, aujourd'hui, l'Afrique est riche, mais individuellement, les États mini-jupes, les États SDF sont pauvres. Et les modèles économiques aujourd'hui, qui au niveau national et au niveau international doivent englober cette dimension et qui sont devenus aussi ces modèles économiques. Il y en a 17 en général, il y en a 10 qui fonctionnent parfaitement bien dans le monde, mais on y reviendra si vous voulez bien, sont devenus une espèce de grammaire de la politique des États, qui sont encadrés par des démocraties pluralistes sans franchir la tutelle des statistiques. Or, cette grammaire politique n'est pas une science, ni une planification, mais un projet international du Maroc avec une présentation collective de sa vision continentale que contestable par ce qu'on appelle aujourd'hui le capital immatériel. Il y a eu de nombreuses thèses qui ont été faites à ce niveau. Et les modèles économiques sont devenus un impératif politique pour les gouvernements pour se faire réélire, car un projet d'envergure internationale et continentale comme une fédération des États d'Afrique est de penser aux générations futures et aux 54 États africains face à la mondialisation qui est un bulldozer qui casse tout, qui détruit tout. Rien ne lui est sacré, ni les religions, ni les partis politiques, rien du tout. Elle fonctionne, que vous le veuillez ou non, si vous vous adaptez parfaitement bien, mais si vous ne vous adaptez pas, vous êtes biodégradable. Et je pense que la force du Maroc réside non seulement dans l'intégration d'abord, parce qu'il est signataire de l'OCDE, l'UMOA, l'ABCO, l'OADA, qui est l'harmonisation des droits, la ZELACA, qui est aussi l'ouverture de l'ensemble des frontières des 44 États sur les 54, mais aussi en réfléchissant sur ce qu'on pourrait appeler, en dehors des développements économiques locaux, mais sur des open sociétés, des open modèles économiques, comme pour la mondialisation, des open modèles en politique, des open modèles de la démocratie pluraliste avec la méritocratie pour des binationaux, ou je dirais même des bicontinentaux, pour un projet d'ordre continental et d'une fédération de 50 quotas, et elle a besoin de la fuite des cerveaux. L'Afrique, qui se trouve à l'extérieur, vu les contraintes politiques, les partis politiques où il n'y a pas de démocratie interne, enfin bref, chaque pays dans le tiers-monde qui a moins de 50 ans à la veille de l'indépendance se trouve dans des problèmes avec des coups d'État, des problèmes de guerre de frontières, des problèmes climatiques, etc., etc. Mais un projet d'envergure internationale, il est nécessaire pour les partis politiques qui doivent également prendre ce domaine en charge. Et là, un projet international n'est pas fortuit, ni un accident de l'histoire. Ce n'est pas un programme politique, mais c'est un projet pour les générations futures de l'Afrique fédérée. Un projet qui n'est pas un point fixe dans l'histoire.
il a besoin de la volonté politique des chefs d'État au présent, car les décisions se prennent aujourd'hui, et au tournant de l'histoire des colonisations, un projet continental open sur la fédération de l'Afrique va se situer au confluent de deux cultures de la mondialisation, diamétralement opposées. Et sinon, je dirais mondialisation différente dans sa perspective. Et l'Afrique a le choix entre l'un ou l'autre culture open ou fermée. Voilà pour votre première question. Il est nécessaire d'avoir un complément d'un projet de type structurant au niveau international que simplement pour les partis politiques de travailler sur le côté interne, parce que le Maroc n'est pas un îlot ni une autarcie fermée au niveau économique. Il a des ouvertures et il faut qu'on se prépare à l'ouverture de la mondialisation, car si nous ne prenons pas la mondialisation, si nous n'éduquons pas l'ensemble des populations et l'ensemble des partis politiques en les prenant par la main, la mondialisation vous prendra par la gorge et ça sera trop tard, car l'Afrique est biodégradable. Voilà pour votre première question. Merci beaucoup, professeur. Ma deuxième question est la suivante. L'Afrique peut-elle se permettre d'avoir le luxe de rester divisée, fermée sur elle-même, pour qu'une élite politique locale puisse garder le pouvoir des mini-États, voire des États SDF? Bien, avec le bulldozer de la mondialisation qui ne s'arrête pas, qui ne se repose pas, si l'Afrique politique reste attachée à son identité de type culturel, ethnique, religieuse, très nationaliste, avec une multitude d'ethnies, rester fermée sur son économie locale, fermée sur elle-même et isolée dans ses cultures de type régional pour chaque État d'Afrique, eh bien l'Afrique risque d'épuiser ses forces avec ses 54 États mini-jupes ou des États SDF comme vous l'appelez, mais isolée et fermée sur elle-même face à la mondialisation. La notion de chacun à son territoire est une notion un peu encore animale. Or, l'Afrique aujourd'hui a besoin d'être puissante avec ses 54 mini-États pour éviter cette espèce de pauvreté et de rester à la charge et l'aumône de l'Europe et des États. Si les gens restent attachés à leur pouvoir de type personnel, il faudrait qu'ils demain pensent aux générations futures. Et je dirais là, je rappelle quelques chiffres parce qu'ils sont très importants que j'ai en tête, vu que je travaille sur la question depuis presque déjà 4 ans sur ce type de fédération des États africains, mais à partir de l'Europe. Sans l'aide financière de l'Europe et des États-Unis, l'Afrique n'est pas vivable. Et elle est biodégradable. Après 65 ans d'indépendance des pays africains, après la colonisation, ou sous sa forme moins réduite, le protectorat. L'Afrique, qui ne peut rester dépendante de l'Union européenne, est considérée comme un premier contributeur de la promotion des développements, de la stabilité et de la paix au niveau de l'Afrique. Je donne quelques chiffres qui sont ahurissants, qui font mal. Presque 21 milliards d'euros d'aide au développement ont été versés en Afrique depuis 2016. Parce que l'UE et ses États membres, ceux qui ont fait les principaux donateurs sur le continent. 2. Presque 32 milliards d'euros ont été investis en Afrique depuis 2015 par des entreprises de l'Union européenne, ce qui représente presque le tiers de l'ensemble des investissements étrangers directs, l'IDE, en Afrique. 3. Presque 3,35 milliards d'euros sont alloués au Fonds européen pour le développement durable, ce qui devrait permettre donc de générer jusqu'à 44 milliards d'euros d'investissement. 4. Environ 7 missions civiles et militaires sont déployées dans l'Afrique.
et presque 1,1 milliard d'euros sont consacrés à des programmes éducatifs en Europe et à la période de 2014 jusqu'à 2021. L'Afrique, donc, qui est un continent qui couvre à peu près les 6% de la surface de la Terre, 20% de la surface de la planète ou des terres émergées, 3 millions de kilomètres avec ses îles, compte 54 États indépendants, c'est 3 fois la taille de l'Europe, avec une population de 1,2 milliard à l'heure actuelle depuis 2018, et avec une poussée expansionnelle de la démographie de l'ordre de 2 milliards. Elle sera 2 milliards en 2040, selon les statistiques des démographes. Alors, il faut s'attendre à des scénarios. Il y a le réchauffement de la terre avec la déforestation et la sécheresse, il y a le stress hydrique, il y a le stress de la sécurité alimentaire, il y a le stress de la pression démographique galopante, il y a le stress de la santé avec les pandémies, il y a le stress d'un mouvement immigratoire de l'ordre de 20% vers le sud. Et là, le Maroc, comme tous les autres pays, doivent être préparés avec des profils exceptionnels. Est-ce que nous avons des cadres qui sont capables aujourd'hui de penser d'ici 2030 pour faire des scénarios? Il ne s'agit pas de gérer uniquement comme un comptable l'économie d'un pays, mais il s'agit de développer donc l'Afrique. Et c'est là où il y a la problématique de l'ensemble des parties qui n'ont pas cette ouverture, qui restent enfermées sur elles-mêmes, mais on peut avoir 2 ou 3 parties comme aux États-Unis et qui travaillent avec, je dirais même une idée, mais peut-être qui peut paraître un peu difficile, mais une monarchisation de l'Afrique. Ça permettrait de stabiliser au moins un certain nombre de pays pour ne pas qu'ils cherchent les présidences de pays, mais chaque pays, dans le cadre de la fédération, parmi les 24 fédérations dans le monde, il va y avoir, l'État fonctionne comme des districts, comme les lenders aux États-Unis, comme les capitaineries au Brésil, comme les cantons, etc. Mais chacun gardera sa loi. Mais comme il y a la ZELACA, où les États ont signé l'ouverture de l'ensemble des frontières, demain, il y a peut-être 20% de la population, pour des raisons climatiques, nous allons avoir des réfugiés de type nouveau, climatique, pas des réfugiés politiques ou des réfugiés, je dirais, de guerre ou de réfugiés sanitaires ou des réfugiés des guerres militaires ou des frontières ou d'ordre ethnique avec des génocides. Mais un nouveau type pour lequel le droit international n'est pas encore préparé, c'est des crises de type humanitaire avec des réfugiés de type climatique. Or, il faut qu'il y ait aujourd'hui des profils au niveau ministériel qui commencent déjà à penser. Et l'Afrique, par exemple, le Maroc, quand il voudrait rentrer à la CEDEAO, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans qu'il est en attente et on ne lui a pas donné encore l'adhésion totale, mais il accepte l'ensemble des conditions. Il accepte, par exemple, la nomination d'un ministre dans les gouvernements qui s'occupe de l'Afrique. C'était quelque chose qui est dans tous les États africains. Ça fait partie du cahier de charge de l'OCDE. La deuxième chose, changer la monnaie au profit d'une monnaie, non pas de la CFA, mais une monnaie où le Maroc accepte de perdre l'effigie, par exemple, du roi sur la monnaie. C'est une avancée absolument extraordinaire. La troisième chose, le cahier de charge nous impose, par exemple, de bénéficier de l'ensemble des accords avancés du Maroc avec l'Europe, avec le Moyen-Orient, enfin le Golfe, avec les États-Unis, pour qu'ils en bénéficient. Le Maroc accepte. Quatrième chose, il accepte l'ouverture de ses frontières avec l'immigration. Il accepte. Et c'est important d'avoir. Et malgré ça, la CEDEAO n'accepte pas le Maroc pour 2 raisons. Il y a
des problèmes d'ordre économique, mais ça s'arrangera peut-être dans 4 ans, 5 ans, mais nous sommes déjà presque à 4 ans d'attente, où le Maroc fait son adhésion donc à la CEDEAO, et on a un blocage, une espèce de blocus incompréhensible, inimaginable, par deux États qui sont amis. C'est le Sénégal et c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Eh bien, parce que leur idée est de garder un petit peu peut-être un petit peu matrimoine, parce que peut-être le Maroc est un peu agressif au niveau économique et qui risque un petit peu de grignoter leur terrain. Voilà pour la question. Merci beaucoup, professeur. Je passe à la troisième question. Si l'Afrique est fermée sur elle-même et isolée, que proposez-vous pour que l'Afrique soit ouverte, compétitive en vue de faire face à la mondialisation? Bien, mais une proposition en tant que peut-être intellectuel qui gère la Fédération mondiale des euro-africains, des euro-africains, enfin la diversité euro-africaine à Paris, et avec une antenne qui est à Bruxelles pour avoir accès et de dire, bien, nous travaillons sur la question à partir de l'Europe. Mais il est possible de travailler si nous avons, à travers le Maroc, cette ouverture de cette idée de faire des propositions. Mais je vais les faire, mais il faudrait peut-être que quelqu'un les applique, et on ne trouvera pas mieux que celui qui les a créés. Bon, mais pour moi, c'est une très bonne question à verser. Un projet continental open sur le fédéralisme des 50 États africains, où le Maroc peut prendre le leadership du projet avec l'esprit open de la monarchisation des aspects régaliens d'une Afrique fédérale sans frontières, comme la ZELACA. Ils ont ajouté maintenant ZELACAF, c'est-à-dire l'Afrique. Épuisera tantôt son rajeunissement dans la puissance économique des modèles de développement des 54 États qu'il va falloir regrouper pour qu'on y soit un modèle de type africain, tantôt sa dynamique pour un nouveau modèle économique, mais en totalité, de l'Afrique qui parlera d'un seul et unique voix. Donc il est temps pour le Maroc de prendre les rênes de ce projet sociétal d'ordre continental, de créer dans une première étape une chaire d'État qui va préparer les leaders politiques aux fédérations des États d'Afrique. Par exemple, en tant que chaire professorale, où l'on a donc un contact à travers le ministère des Affaires étrangères, de faire donc un travail de coulisses, un travail avec les conseillers, à travers les ministres, de faire des séminaires où on est en dehors de la politique, mais c'est une façon de préparer le terrain. Pourquoi? Parce qu'un projet, comme disait Pasteur, un projet prophétique, un projet angélique qui descend du ciel et qui est extraordinaire comme type de projet, comme une fleur. Mais s'il tombe sur le terreau capable de le recevoir et qu'il est hospitalier au niveau des esprits, la fleur, le projet peut fleurir et se développer. Mais si elle tombe sur l'asphalte, sur des gens qui sont fermés à garder le pouvoir et de ne pas être open, là, ça ne sert à rien. Le projet... Le but, cette chaire, le but fondamental de ces séminaires politiques de haut niveau, au niveau des chefs d'État, ça peut, comme des amusements d'espèces de séminaires, ou de leurs conseillers, de leurs influents à travers un certain nombre de ministres, d'État en charge de l'État du Maroc, tout ça peut être pris en charge par le Maroc, il a pour objectif d'étudier avec le volontariat des participants, des États, désignés avec avec leur État respectif. Ils choisissent ceux qu'ils veulent. L'étude portera sur la comparaison des 24 types de fédérations dans le monde, avec leurs avantages et avec leurs inconvénients, et on trouvera donc un modus vivendi et un modus operandi. Or, les constitutions des États africains, des pays africains,
sont variées. Ils ont des incohérences d'organisation et méthodologiques. Cependant, elles peuvent être réduites au même dénominateur, mais avec trois types de régimes existants selon les doctrines politiques. Il n'y a que trois choses, tous, sans exception. Ils ont copié, combiné. Il n'y a pas une invention extraordinaire. Il y a d'abord le régime présidentiel à l'américaine. Il n'y a pas de Premier ministre. Le chef de l'État, il est élu par voie indirecte. Ce sont les parlementaires qui donc l'élisent une fois au niveau des partis. Donc il n'a pas de Premier ministre et le vice-ministre est chargé uniquement de certaines missions, je dirais, entre le Congrès et le Sénat. C'est sa fonction qui est constitutionnelle. Ça, c'est le premier régime. Le deuxième régime est un régime un peu parlementaire, ou je dirais monarchique, comme la Grande-Bretagne. La reine joue le rôle d'un ciment, joue le rôle de l'unification de l'ensemble des pays, et avec un régime que l'on appelle parlementaire, avec des États qui sont des districts et qui fonctionnent avec la loi en attendant l'harmonisation des lois de chacune. Mais en réalité, les lois sont les mêmes dans les pays du monde. Il y a le droit civil, le droit pénal, fumé, les codes. C'est les uns qui copient sur les autres, mais ils ne sont pas producteurs, ils s'adaptent, mais une adaptation, elle est juridique, pas plus. Et le troisième régime, c'est un régime que l'on appelle semi-présidentiel et semi-parlementaire à la française depuis la Constitution de 58 de De Gaulle, dont la totalité de l'ensemble des pays francophones s'inspire pour leur État. Il n'y en a pas un qui ne s'inspire pas de ces types de modèles. Ce qui veut dire que les 54 États, au niveau de la Constitution qui va jouer le rôle de moteur, le rôle de tremplin, le rôle de terreau, car la structure va conditionner l'articulation de l'ensemble de la société. Au même titre, dans un type national, la modification du quotient et la modification du seuil électoral, en termes structurels, en termes juridiques, a modifié le comportement des électeurs et même de l'élection totale. Mais on n'a pas changé les leaders, on a changé les structures. Et donc, il va falloir ajouter la culture. Eh bien, les États, elles se changent que par trois systèmes. Un, c'est le changement des leaders et qu'il choisit le rôle de locomotive et il va créer avec lui l'ensemble des trains, mais il a la responsabilité du gouvernement. Et deux, changement des structures qui sont extrêmement importants. Et maintenant, je suis très content pour les trois premiers partis, le RNI, le PAM et le parti de l'Istiqlal, qui ont 270 sièges, donc une majorité de 60%, et ils ont quand même les trois quarts. Ils peuvent modifier ou demander la Constitution, par exemple, de demander un double tour, des élections à double tour qui permettraient d'abord de diviser l'électorat en deux. Dans la première élection, tout le monde peut se présenter, mais dans le deuxième, ils sont obligés de se regrouper, et là, il va y avoir la gauche et la droite. On va constituer deux partis au lieu d'en avoir 36, et ça permettrait éventuellement de travailler. Donc, ces trois partis qui ont les trois quarts peuvent demander la modification d'un double tour au niveau des élections, et en même temps et le même jour. Et ça permettrait d'avoir pour le lecteur, pour l'auditeur, pour le citoyen, d'avoir une visibilité des alliances avant d'aller voter. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est des contradictions que nous allons peut-être voir tout à l'heure. Bien, mais je dirais que, à ce titre, c'était un exemple, que la mutation des leaders du Maroc, Open, pour leur apprendre sur le fédéralisme des États d'Afrique, doit répondre à la mutation de la mondialisation, à la mutation de cette nouvelle société à risque politique,
avec des sociétés numériques, avec des nouvelles sociétés climatiques et avec de nouvelles sociétés d'énergie renouvelable et de nouvelles sociétés à risque terroriste sur fond islamique ou sur fond, pardon, religieux. C'est Nelson Mandela qui disait, durant ses 28 ans de résistance en prison politique contre l'apartheid en Afrique du Sud, disait une phrase qui est extraordinaire pour la société. Il dit, soit on gagne au niveau de l'Afrique, il parlait de l'Afrique du Sud, soit il apprend lorsqu'il y a un échec. Mais il n'y a pas finalement d'échec, puisque l'apprentissage est une qualité, l'échec est une qualité supérieure pour une réussite future. Je termine. Si l'Afrique n'est pas aujourd'hui en mesure de réaliser ce projet du fédéralisme des États d'Afrique, avec le leadership du Maroc, elle ne sera pas capable d'affronter elle-même la mondialisation. On va être quelqu'un qui suit les wagons, au lieu d'anticiper les événements, nous faisons des perroquets et nous serons simplement des moutons États avec son projet au niveau international, sans vision politique de la mondialisation, mais un modèle régalien en commun pour la sécurité de l'Afrique est possible si le Maroc prend les rênes de ce type de projet. Au niveau de cette chaire d'État pour l'Afrique fédérale, dont le siège et le financement seraient pris en charge à l'initiative et par le leadership marocain, les aspects régaliens peuvent nous rassembler dans un cadre d'un projet fédéral des États d'Afrique avec une piste de décollage des États. D'abord, c'est la défense du territoire et la sécurité intérieure commune de l'Afrique avec une armée unifiée. Je rêve, mais il faudrait qu'on passe à la réalité et que l'on transforme cette notion en politique publique et en politique des affaires étrangères pour l'ensemble des États. Il faut donc beaucoup de pédagogie. Deux, il faudrait qu'il y ait une politique étrangère d'une seule voix et un ministère de l'Intérieur pour l'Afrique. Et capitaliser, je dirais, le potentiel de la diaspora des binationaux et des bicontinentaux pour mieux réussir l'atterrissage d'Afrique sur le fédéralisme des États. Le reste de l'ensemble des politiques éducatives, santé, transport, habitat, agriculture, peuvent faire l'objet de chaque État qui a ses propres lois, mais on fera du benchmarking. Lorsqu'un État réussit le mieux que l'autre, eh bien, il pourra bénéficier de cet apprentissage. D'autre part, forcément, il y a toujours des trous dans la raquette de la Fédération mondiale qui reste mais open aux organisations et aux négociations et aux réparations. C'est d'abord une banque africaine unique de régulation de la monnaie, open, comme l'IMAO, c'est-à-dire l'Institut monétaire d'Afrique de l'Ouest, IMAO. Il y a l'UMOA, la BCAO. Les négociations restent également open sur le futur fédération, notamment en termes de groupe d'un certain nombre de pays qu'on appelle la CEDEAO, il y a la CEMAC, il y a d'autres organismes comme l'OHADA, il y a le CHRCO, c'est-à-dire la cellule d'harmonisation pour la représentation des pharmacies et de la santé, l'AZELCA qui est la libre circulation des personnes au niveau de l'Afrique, donc il y a 44 pays à peu près qui sont signataires. Et donc le cinquième point, c'est la force réside, je dirais, non seulement dans l'intégration de la CDE en panne pour le Maroc depuis 4 ans, et je dirais le reste du Maroc qui peut bénéficier de l'ensemble des accords des uns et des autres à mettre dans le même panier. Donc une société open sur les institutions
de la démocratie pluraliste, open sur les modèles économiques, mais à l'échelle continentale, open, et ça devrait être constitutionnel, sur la méritocratie, c'est très important, pour ne pas tirer le pouvoir par l'argent, par l'ethnie, par n'importe quel type de moyen de tirer la couverture sur soi. Donc un Africain devient un citoyen, comme aux États-Unis, comme en Europe. Il a un seul passeport et open pour le combat contre le terrorisme religieux et open pour des projets continentaux pour la fédération des 54 États. C'est donc important. Voilà pour cette question qui était un peu complémentaire, je pense. C'est important. Merci beaucoup, professeur. Donc, je passe à la Si vous voulez que je revienne peut-être à la question 3, ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Mais je crois que vous avez déjà parlé des différents risques qui sont éventuels en ce qui concerne les fédérations, en ce qui concerne les politiques internationales et même les politiques africaines. Donc, on va passer directement à la quatrième question, qui est aussi très importante. Voilà, professeur. Revenons à l'actualité politique brutale, brûlante au niveau national. Le mode de scrutin des élections du 8 septembre 2021 a été marqué par la montée exponentielle du RNI en responsabilité, du PAM dans l'opposition, ainsi que le retour en force de certains pays historiques comme l'Istiqlal dans l'opposition, alors que le MP et l'USFP en responsabilité. Quels seraient les scénarios de la formation gouvernementale en fonction des résultats électoraux? Alors, je dirais qu'il y a 3 scénarios, il me semble. Le premier scénario, c'est le RNI avec 102 points, le pays 81, l'UCFP 34 points. Ça fait 217. C'est une large majorité parce que la majorité au Maroc est à 197,5, disons 198, du chiffre qui est requis pour éviter des motions de censure. Mais peut-être il faudrait ajouter 2 partenaires ou 2 libéraux qui ont participé aux côtés du RNI dans le gouvernement de PJD, notamment du gouvernement de l'Etmani. Ça fait à peu près 263 sièges et le gouvernement d'Arnouch serait très à l'aise. C'est un premier scénario. Bien. Le deuxième scénario, c'est RNI 102 points, PAM 187, l'UCFP, MP et l'UC, ce qui revient à 269 points si on les ajoute. Et donc, l'UCFP est considéré comme un parti historique, mais on a exclu le pays au bénéfice du PAM, et donc les petits partis, UC, etc., sont peut-être risquent, surtout le mouvement populaire et l'UC qui peuvent être exigeants pour participer à ce mouvement avec des risques de blocage, avec une éventuelle de poste ministériel. C'est le deuxième scénario qui est aussi compliqué que le premier que le deuxième. Mais le troisième scénario, qui me semble un petit peu plus crédible, mais ce ne sont que des hypothèses, ce sont des scénarios tripartites, c'est le choix qui serait cash, qui est très simple, mais qui est à la fois complexe. C'est de travailler avec des partis contradictoires et qui n'ont pas un peu la même vision. Il y a le RNI avec 102, le PAM 87 et le pays, c'est-à-dire parti de l'Istiqlal, et les trois font déjà 170 points, 270 sièges en termes d'arithmétique du Parlement. Il y a une hypothèse qui semble se confirmer, non seulement une nouvelle cartographie politique avec les partis libéraux pour ce mandat électoral de 5 ans, mais je dirais qui constitue une majorité de domination
pour réussir leur politique libérale, sans aucun doute, mais mieux le partage est clair, qui consolide l'hypothèse d'école en sociologie politique. Le chef du gouvernement est déjà connu depuis hier. C'est Akhnouch, du RNI, le PAM avec Abdelatif El Wahbi à la présidence de la Chambre des députés. C'est une éventualité. Le pays, avec Nizar Barakat, prendrait probablement la Chambre des conseillers. Ou l'inverse. La complexité de ce gouvernement dominant et hégémonique n'a ni droit de décevoir les électeurs marocains à la recherche d'un changement, ni de trouver des prétextes de conjoncture économique ou d'excuses politiques de la pandémie sanitaire en cas d'échec des promesses électorales, par exemple du RNI de 1 million d'emplois cash, non pas dans les 5 ans, mais dès la première année, et la réforme de l'éducation, la réforme de la santé va faciliter les choses avec, comme le programme faciliter une administration à l'écoute des citoyens. Alors le premier risque de ce trio, je dirais politique, est de prendre des risques politiques, de ne pas honorer leurs promesses électorales regroupées dans, je dirais, le programme. Et le second risque est encore plus complexe, c'est que l'opposition est vidée d'un parti qui est capable de prendre et contenir la contestation sociale. L'État, qui met dans le même panier 3 partis du podium, les premiers partis au niveau électif, n'a pas de sécurité en cas de crise politique dans les 6 ou 12 mois. Si les promesses électorales ne sont pas tenues par les 3 partis qui vont verrouiller probablement les présidences des 2 parlements et se partager la présidence des collectivités régionales. Alors, à mon avis, la tendance vers le scénario 3, le tripartisme, parce que le RNI, qui est une grande maison des indépendants et libéraux, représente plus la légalité politique de l'État avec la société et la démocratie sociale que la légitimité d'un marché électoral, ne peut accepter de cohabiter avec une combine du PAM qui cherche à la fois non pas une légalité, il est légal, mais une légitimité et une reconnaissance politique dans le gouvernement de Akhnouch. Or, l'État a besoin d'une opposition très forte, telle que le PAM, qui a joué la roue de secours depuis les 2 mandats de Ben Kiran et de Esmani, du PJD, et en cas où le gouvernement ne tient pas ses promesses dans 1 an, ne peut laisser le monopole de l'opposition exclusif au PJD et à l'UCFP. D'autre part, le PAM, avec son esprit d'opposition depuis 2009, a mené une grande cabale et trop peu diplomatique contre le patron du RNI. Quelques mois avant et durant la campagne électorale des élections, en l'accusant entre tous les noms d'oiseaux d'utiliser les moyens de l'État, des disponibilités humaines et matérielles du ministère de l'Agriculture, bref de l'État, l'utilisation de la fondation Joud, qui est une ONG parallèle politique ou annexe sociale jouant un rôle important dans la distribution des vivres durant le Ramadan, pour le compte du RNI, séduire par la faim et la récompense des dons de panier alimentaire sans des méthodes classiques utilisées par le PJD, le don n'est pas gratuit au sens religieux du terme, il est considéré comme un échange d'espoir pour les faveurs d'une élection orientée politiquement vers le RNI. Le secrétaire général du parti du PAM, Abdelatif Wahbi, a poussé le bouchon à son summum en affirmant par des vidéos qui circulent à travers le Maroc et les vidéos très, très vaniteux, assis déjà sur un trône d'assurance politique éjectable, qu'il n'accepterait jamais d'être ministre dans le gouvernement d'Akhnouch qui est dirigé par le chef du gouvernement du RNI. Pire,
et de mieux en mieux, et je cite, qu'il n'accepterait jamais d'être sous les ordres du, du chef du gouvernement, Aziz Akhenouch. Quelle modestie! Et l'histoire lui confirmera ou lui infirmera ses dires à l'emporte-pièce. Sa mégalomanie, sa mythomanie va certainement refuser euh, euh, ou un poste ministériel de la justice, étant donné qu'il est avocat, mais refuser le poste de président de la Chambre des conseillers en remplacement de son ex-secrétaire général Hakim Ben Chemmas du PAM en attendant son départ, c'est une illusion politique, vue et analysée avec des lunettes des mégalos et des mythomanes politiques. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Je confirme qu'il n'a pas le choix de rester dans l'opposition. Le PAM est l'ADN de l'État mkhzen. Il est programmé pour participer au gouvernement, sinon il n'a plus raison d'être. Le PAM n'est pas programmé pour rester dans l'opposition. Quel intérêt pour l'État? Par hypothèse confirmative, il participe et il participera au gouvernement d'Akhenouch du RNI. Les discours folkloriques et responsables du PAM sont versatiles et réversibles. En revenant sur les discours avec des excuses, en acceptant la volonté du RNI sans condition et de murmurer sans murmurer donc un mot de plus, c'est des risques du métier des politiciens, de la politique politicienne trop fougueuse, avec des discours trop peu dithyrambiques, élogieux, pour des partenaires des alliances gouvernementales. Bref, c'est des discours un peu populistes, destinés à la consommation politique de type interne. Je crois que j'ai été peut-être un peu lent, mais ça vaut le coup. Merci beaucoup, professeur Kak. On passe à la 5e question. Donc, voilà. La nouvelle cartographie politique pour les 5 ans. 3 partis se détachent du lot dans l'un des partis politiques, puis dans le gouvernement Benkiran 1 et le Tmani 2 du PGD, et les 2 partis dans l'opposition PAM et Istiqlal avec un accord tripartite. Est-il un avant-garde, un avant-goût hégémonique de partager les présidences des collectivités territoriales? Alors, la réponse ici, comment dirais-je, pour suivre un peu la démarche, vous avez parfaitement raison, car l'accord de principe entre les 3 partis sur le podium, le RNI, le PAM et le pays, des élections à la fois législatives, régionales et communales, confirme le scénario de l'hégémonie du partage des présidences des 12 collectivités régionales, avec un diviseur ou le quotient 4 en vue de consolider les 4 présidences pour chacun des partis, et le verrouillage structurel et politique de pulvériser l'opposition déjà éclatée ou en feu d'artifice. À la ressemblance de cet accord de principe, dont j'ignore l'initiative de cette proposition louable, pour faire donc un blocus sur les mairies et sur les présidences de région, va confirmer l'hypothèse de ce 3e type de scénario que l'on vient donc de susciter et que l'on vient donc d'analyser, en l'occurrence la composition de la majorité gouvernementale avec les 270 élus parlementaires entre le RNI, le PAM et le pays. Dans cette hypothèse, qui semble se confirmer, non seulement une nouvelle cartographie politique avec des partis libéraux pour ce mandat électoral de 5 ans, mais constituer peut-être une majorité d'hégémonie ou de domination pour réussir leur politique libérale sans aucun doute, ni de trouver des prétextes ou des excuses en cas d'échec des promesses électorales des partis politiques gagnants. Mieux, au niveau des 200, de la maîtrise parlementaire des 270 sièges, les 3 partis dominants qui constituent les 3/4, je l'avais dit tout à l'heure, peuvent se constituer et sont en mesure juridiquement de changer ou de modifier non seulement l'article
l'article 173 de la Constitution, mais aussi les codes de partis politiques. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des élections à 2 tours qui permettraient de distinguer la gauche de la droite et comment dirais-je, de permettre aux citoyens d'avoir une visibilité politique avant d'aller voter. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le quorum, équivalent du quorum suisse, où, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de seuil électoral et il n'y a plus de caution, on n'avait pas de visibilité du tout. Mais aujourd'hui, on l'a. Et je dirais le pragmatisme d'Achenlouch, qui est un entrepreneur d'entreprise, n'a pas besoin de perdre du temps dans les négociations politiques pour des postes ministériels ou pour des postes de présidence de l'une des 2 chambres avec l'UCFP ou avec le PPS, mais n'a pas de scrupules pour ses alliés, ni le mouvement populaire, ni l'UC et encore moins l'UCFP et le PPS qui sont plus exigeants. L'intérêt de la réussite de ce gouvernement, dont il a la charge, passe avant les susceptibilités politiques du libéralisme entre l'UC et le mouvement populaire, ou des sensibilités d'amitié des ex-collaborateurs ou des ex-collabos avec le PJD, tels que l'USFP et le PPS. Par contre, pour les gauchistes, le FGD et le PSUE, il faut ajouter le FFD. Ces partis politiques minces, mannequins et filiformes en termes de poids au niveau du marché électoral ne sont pas en mesure de constituer un tronc commun qui va les unir dans l'opposition et incapables de travailler et d'évoluer sur ce qui les sépare en termes de passage de la lutte des classes vers la lutte des places. Parce qu'au Parlement, on peut modifier la société, mais sans état de droit, ça ne sert à rien d'avoir un parti qui est souvent ad vitam aeternam dans l'opposition. Ces partis intellectuels de gauche trop avancés, pour ne pas employer l'extrémisme politique, sont incapables de se regrouper, ni de faire progresser par la pédagogie politique vers un front commun, avec les tubercules politiques que nomme le feu Ali Atta, fondateur du PPS, avec une expression métaphorique extrêmement bien travaillée, pensée arabo-français, Hizbukul, disait-il, faisant allusion aux agro-expérimentations en laboratoire des herbicules, c'est-à-dire entre parenthèses, c'est des plantes racines qui se reproduisent à l'infini. De même que le feu secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, de mémoire, parlait de l'extrême gauche française, confirmant, je cite, « Vous mettez 2 gauchistes ensemble, ils font un parti, vous ajoutez un 3e trotskiste, ils font scission. » Fin de citation. Leur rivalité byzantine est quasi entomologique de ces partis trop peu avancés qui, et c'est regrettable, sont inadaptés face à la mondialisation qui casse tout, qui détruit tout, phagocyte leur mode de raisonnement en les intégrant dans le logiciel de la loi du marché du capitalisme qui s'impose avec les critères du libéralisme ou de la social-démocratie, c'est-à-dire les fondements, les piliers, c'est la liberté totale, c'est la propriété privée, c'est la concurrence, c'est le partenariat, feu la planification à gauche, feu l'emploi, le plein emploi avec la Russie et la Chine, feu les idéologies socio-communistes et feu le centralisme démocratique et feu la personnalité du chef de l'État dans les pays socialistes. Pourtant, ces partis radicaux n'ont pas de gauche, mais sont des gauchers qui continuent à nous vendre la fraîcheur des paradis. Alors, cherchez le sexe des anges
des fleurs, le sexe des fruits sont connus dans le monde et en particulier de l'Europe du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ils sont donc incapables de se rassembler pour une vision commune de gauche, ce qui pour lesquels ils sont d'accord en politique, mais les partis de la gauche radicale ne sont pas en mesure de laisser leur division technique, leur clivage politique, leur rivalité égo-personnelle et à leurs enfants, comme disait Mao Tse-tung. La division s'accentue avec des grands écarts qui devient incapable de faire une opposition commune et une division de facto sans réconciliation entre le FGD et le PSU, moralité de à chacun son territoire durant ce type de mandat. À ce titre, les 7 partis en marge du gouvernement constituent une opposition plurielle, incapable de former une opposition forte, en bloc et commune. C'est une capitulation en ras de campagne des opposants. Par contre, le trio des gagnants, RNI, PAM et pays, sont comme disait feu Philippe Séguin, qui était un Gaulien qui était ex-président de l'Assemblée nationale en France, je le cite, les partis politiques à la fois du centre-gauche et du centre-droit sont que des détaillants politiques qui se fournissent chez les grossistes d'idées d'opposition de gauche et de la droite. Fin de citation. C'est une très belle expression qui résume un peu ce qui se passe au Maroc. Par conséquent, si le fond de la démocratie commence à prendre forme avec l'alternance démocratique à la lettre, l'esprit, la culture politique, les profits des élus exceptionnels ne sont pas encore au rendez-vous au Maroc, et le Maroc n'a que le gouvernement, les députés, les profils des ministrables qu'il a choisis par voie des institutions à caractère démocratique. Voilà pour cette question. Vas-y, Sarah Tchel. C'est un problème d'Internet. Merci beaucoup, professeur. Nous passons à la 7e question et je tiens vraiment à vous dire que ça a été vraiment très très intéressant toujours de vous avoir comme un invité d'honneur, surtout dans de pareilles circonstances et pour de tels débats. Et cette question-là, ça serait la fin, donc la question finale. En raison de la gestion du temps limité, quelle est votre conclusion pour cette deuxième partie de l'interview? Y a-t-il des risques d'échec éventuels du gouvernement d'Aziz Akhannouch? Alors, j'ai déjà expliqué un peu l'éventualité d'échec, mais on peut éventuellement encore détailler. C'est qu'en dehors des scénarios du numéro 3, qui est un scénario, regroupement peut-être au gouvernement, le podium de RNI, le PAM et le parti de l'Istiqlal. Il y a d'autres risques, en fait, des ministrables en dehors des McDo, qui font une gestion commune, qui n'ont ni saveur ni odeur, dont certains possibles ne possèdent pas du tout de cadre, et que je ne veux pas citer pour des raisons de garder mes amitiés avec eux. Mais parlons de la réussite d'ordre de l'échec du futur gouvernement, éventuellement, si le scénario de ces 3 se confirme, parce que nous ne parlons qu'avec des hypothèses dans le cadre d'une analyse de la sociologie politique et des relations inter-partis. La réussite, je dirais, d'un programme économique du gouvernement d'Akhannouch, qui doit s'inscrire dans un projet de société, de droit, avec l'inclusion de l'économie de l'informel,
de l'interdiction des économies de rente doit contribuer à renforcer la diplomatie pluraliste, avec la consolidation de la citoyenneté fondamentale pour relifter, rajeunir le périmètre de cette société qui est bicéphale et qui est à deux vitesses, qui est bipolaire, qui est fracturée de l'intérieur en deux parties de cohabitation pour le vivre ensemble et en cohabitation entre deux concepts sociétals qui se distinguent. Et là, je ferai appel je dirais, au concept de Ferdinand Toni et Schmallenbach, c'est que le concept de communauté, qui est traditionnel, où l'on n'a pas le choix, on est né dans une religion, on est né dans une famille, on a des voisins, on a des parents et des enfants, on ne les choisit pas. Par contre, lorsque vous êtes dans un concept de constitution d'un projet de société, vous choisissez aujourd'hui le futur. Vous choisissez vos amis, vous choisissez l'idéologie, vous choisissez un parti auquel vous avez confiance. Ce n'est pas une donnée. Donc il y a une très grande différence entre le concept de la communauté qu'on appelle Ummah, où vous prenez argent comptant ce qui existe, et vous continuez sans remettre en cause ni la tradition, ni la traçabilité, ni la religion, mais il y a le concept de société qui fonctionne donc dans les collectivités locales, ici au Maroc, mais qui sont à deux vitesses. D'abord, le diagnostic de ces sociétés sociétales, bicéphales à deux vitesses, bloquées, hybrides, qui, pris dans leur propre piège des revenus intermédiaires, ne peut avoir un statut de pays émergent en raison de la croissance saturée en tenant compte du déficit du capital immatériel, l'absence d'une bonne gouvernance, c'est-à-dire l'éthique, la transparence économique dont on en avait parlé la dernière fois, le choix du casting politique des hommes choisis et présentés par les partis politiques crédibles. La justice sociale doit fonctionner avec une méritocratie et le choix de la disparité des régions, au moins le nivellement, et surtout, la démocratie interne pour tous et la méritocratie pour chacun, la défaillance de la régionalisation sans effet, ni de résultats positifs à ce jour, et surtout la responsabilité des partis défaillants qui ont produit plus une société d'exclusion qu'une société d'inclusion, ont créé donc une société marocaine bicéphale, une société névrosée, une société où il y a une classe sociale selon la loi des 20-80 de la loi de Pareto. Alors, si nous prenons 80% de cette communauté traditionnelle, qui bénéficie exclusivement des politiques publiques, du service public de l'État. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le transport, c'est l'habitat, c'est l'agriculture et d'autres besoins dans le cadre de la société. Par contre, dans le concept de communauté, ce qui est important, c'est le lien de sang, s'ajoute le lien du voisinage et des ethnies, s'ajoute la notion de la localité, je dirais, communautaire, tribo-poly-endogamique. Le concept de la communauté va s'exprimer à travers des relations qui sont un marabout, qui est para-islamique ou soufiste, dans lequel il y a probablement l'éponyme d'un saint, voire d'une culture soufisme qui renforce ou qui interprète le texte, voire des combinaisons d'interprétation avec des doctrines religieuses des quatre écoles, et un système culturel opposé, sinon incompatible, va favoriser la formation de cette nouvelle communauté autour d'un marabout. Et aujourd'hui, qui produit la confrontation avec l'influence religieuse et les valeurs culturelles et locales et régionales sont extrêmement importantes. Et je dirais tout à l'heure
que pour la majorité des 80%, il y a eu une espèce, je en parlerai tout à l'heure, le transfert de type psychanalytique en passant du marabout vers la ville où il y a un parti politique, où la majorité des gens, même au temps de El-Fassi, le secrétaire et le président du parti, et on l'appelait Shir, comme le Shir de celui qui tient donc une espèce de marabout ou de saint. Alors ce concept de la communauté traditionnelle, selon l'allemand Ferdinand Toni, est toujours organisé sur fond et forme d'une confrérie religieuse. Il est fondé sur la confiance, il est sur le lien de sang, sur le voisinage, sur l'aide et l'assistance matérielle et le partage de la foi islamique autour d'un marabout original avec des demandes et comment dirais-je, des demandes avec des valeurs culturelles sans identité de type administratif. L'instauration institutionnelle de la régionalisation, je dirais traditionnelle. Et pour faire un peu d'histoire et de géo des régions de type administratif, lors du protectorat, le décret du 31 juillet 1913, autour de Casablanca, Chaouia, revu et corrigé en 1940 par les régions civiles, Rabat, Casa, Oujda, par les régions militaires, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, avec le Daïr du 2 décembre 1959, le Daïr de 1971, celui de 1996, jusqu'à l'actuel découpage administratif en 12 régions, 17 wilayas, 62 provinces, 13 préfectures qui ont été réalisées par le décret de la Constitution de 2009. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que l'instauration de la régionalisation progressive, qui n'est pas tombée de la dernière pluie, a permis donc ce transfert psychanalytique au sens freudien du terme, de la notion de concept de communauté tribale vers une régionalisation avancée qui combine les zones rurales et les zones urbaines et donnant un concept sociologique que l'on appelle aujourd'hui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est les collectivités régionales ou territoriales pour que la zone urbaine puisse tirer vers le haut la région des zones rurales. Par contre, le transfert psychologique des marabouts, des ruraux, de leurs vivants, saints de leurs vivants, que l'on appelle les chirs, et parfois des mqaddam, vont être renforcés, remplacés par des partis politiques, des villes et des campagnes et des communautés croyantes, des ruraux de la périphérie, ou des récemment urbanisés qui n'ont pas encore perdu la culture de la ruralité, va s'installer dans les nouvelles, je dirais, collectivités régionales ou territoriales. Alors, je pense pour cette première question, c'est important, mais si vous voulez que je continue sur les vins, la théorie les 20% de la société élitaire, selon la théorie de Picardo, si je ne suis pas trop lent. Il y a deux, c'est la société élitaire, d'ordre de 20%, qui bénéficie pas des avantages du service public, car cette population élitaire prend en charge ses enfants dans l'école, prend en charge la santé de ses enfants, parce qu'ils ont des mutuelles, prend le transport avec leur chauffeur, et ils ne veulent pas le transport de type public, pour les raisons que vous connaissez, les risques, le problème d'insalubrité, etc., etc. Le problème de l'habitat, ils sont loin de la ville, ils habitent un peu dans le pourtour ou loin de l'ensemble des villes, et il n'y a pas de problème d'alimentation pour eux, c'est une alimentation bio qui sont choisies. Ce qui veut dire que les politiques publiques ne sont pas faites pour eux. Eux, ils sont pris en charge. Et on ne défalque pas les impôts pour leurs enfants parce qu'il y a un secteur parallèle qu'on appelle l'éducation du secteur privé qui fonctionne, qui concurrence le public, mais malheureusement, elle fonctionne avec les professeurs du public. Donc il y a un problème de gestion, il y a un problème de leadership, il y a un problème de direction.
Et à la différence de ce concept, je dirais, de société, qui réunit le pays pour le développement de la citoyenneté. Le concept de communauté, donc qui est un lien de sang, qui est du népotisme, qui est le partage spirituel des marabouts religieux, la société, l'économie et la communauté qui vivent les uns à côté de l'autre, à chacun son territoire, n'ayant aucun lien réel avec les villes et les métropoles, cohabitent ensemble, où chacun est pour soi et Dieu pour tous, dans un état de tension vis-à-vis des autres. Quelles recommandations pour attraper les choses? Eh bien, il y a un projet de régionalisation qui consolide les solidarités de proximité. Donc, dans un des parties, on a bénéficié, c'est le voisinage, c'est l'échange des services, c'est l'aide et l'assistance toute l'année, et en particulier pendant les fêtes et les Eid Kibir et le Ramadan et le vendredi. Et il y a le savoir-vivre avec les normes culturelles, voire ethniques de la région, vient en complément de la solidarité familiale des confréries religieuses, où l'on retrouve un peu le proverbe, de nombreux proverbes contradictoires du modèle de vie. Et Hossein Slaoui, déjà en 1934, quand vous écoutez un peu ces chansons, il commence à donc اللي خاف من الشريط ومن القنب تيخاف من الحبل او من القنب selon les régions. Je traduis en français, quand quelqu'un se fait piquer par un serpent, il a peur d'une ficelle tressée. اللي في راس الجمل في راس الجماله الديب كدوز عليه غير مره. Et la contradiction dans la campagne, راه خالك وعمك وخوك وهما اللي لصق فيهم وغادي يديروا فيك الخير، راه في عائلتك ما تدوزكش. Et quand vous rentrez dans la ville, et les gens disent attention, راه خالك يخليك، عمك يعميك، وخالك وخوك يخويك. Donc finalement, vous ne savez pas où vous allez vous situer. Vous n'avez plus de point de repère. Et donc les Marocains ont perdu la confiance et ils préfèrent avoir l'abstentionnisme pour être tranquille, car ils se disent finalement ma voix ne compte pas, c'est du beurre, de toutes les façons, tout est programmé pour avoir telle ou telle personne. Donc il y a une attention très particulière portée sur les initiatives des collectivités régionales qui s'appuient aujourd'hui sur la numérisation de la société, sur les 12 territoires du Maroc, sur fond des réseaux sociaux de proximité de voisinage. Il y a l'union, il y a la coordination, il y a les parents d'élèves, il y a des fédérations d'éducation, il y a une jeunesse, il y a une famille, et c'est comme ça que le Maroc donc peut évoluer à travers donc des régions. Mais il faudrait que ces régions soient capables de prendre au moins l'éducation, prendre en charge la santé, prendre en charge l'habitat, prendre en charge le transport, et de présenter donc un projet de société au niveau régional, donner la possibilité au niveau pédagogique à des gens d'être formés pour la région, en priorité pour l'emploi, ce qui leur permettrait donc de faire le plein de l'emploi et d'avoir des meilleures écoles. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la mobilité de la ville en termes urbanistiques, c'est-à-dire que les gens qui payent plus d'impôts dans une région vont migrer dans une autre où leurs enfants est très importante. Moi, je me rappelle, si simplement pour donner une idée, j'enseignais à Rennes et je prenais le TGV et je revenais à Paris. Et j'allais une fois par semaine et j'étais dans une université où j'enseignais donc l'économie agricole et l'organisation pour des ingénieurs. Et je me suis rendu compte que l'université a fait une condition sine qua non. Elle me disait, on vous prend pendant 6 mois, renouvelable pour 3 ans, 4 ans, si vous préférez, et à ce moment-là, ça sera définitif, mais à condition que vous habitez à Rennes, en Bretagne. Pourquoi? Il faudrait que la région bénéficie de vous. On n'a pas l'intention de prendre quelqu'un de Paris qui fait la navette et qui vient donner son cours, prendre un repas et revenir. Il faudrait que la ville bénéficie de vous. Voilà donc comment la ville impose ce type de rythme, la priorité à des gens qui travaillent.
Et finalement, j'avais formé quelqu'un qui habitait en Bretagne pour lâcher le poste parce que c'était difficile de faire changer la vie à mes enfants qui étaient à Paris, de revenir à Rennes, qui était donc très loin avec la pluie. Enfin, vous connaissez la Bretagne. Voilà donc un petit peu l'exemple. C'est en Europe que la citoyenneté des réseaux, la proximité des territoires, la problématique du citoyenneté sociétale qui va combiner le concept, je dirais, de société et le concept de la communauté dans le cadre de la régionalisation, aujourd'hui avec de nouvelles sociétés numériques de façon globale, avec l'ensemble des 12 régions. Voilà ce que je voulais à peu près dire comme conclusion sur la régionalisation. Alors on a besoin de quoi? On a besoin d'hommes, on a besoin d'intellectuels, on a besoin d'un visionnaire, on a besoin non pas des praticiens qui va venir pour apprendre, il faut qu'il arrive avec un projet, de le vérifier. Et il y a le GAR, ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Et je vous remercie, j'ai été peut-être un petit peu trop long dans cette question. Ben, je vous remercie beaucoup à mon tour et nous espérons vous avoir pour un deuxième débat, un prochain épisode. Le plaisir est partagé avec vos auditeurs. Voilà. Merci Et beaucoup. Merci, voilà. professeur Au Kac. Et à revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.